Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Oumfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou, comment allez-vous? Je vais assez bien, et vous-même? La santé très bonne. Ouais, je l'espère. Merci bien, Mohamedou. Je le disais dans les titres, aujourd'hui nous parlons de l'avortement. Certains pays en Afrique ont choisi de légaliser cette pratique qui consiste à interrompre volontairement une grossesse, n'est-ce pas? Oui, Jacques, et malgré cela, certaines filles ou femmes ont toujours recours à des avortements pratiqués de manière clandestine par des prestataires sans licence. Mais avant d'en discuter, Jacques, allons dans la ville minière de Rustenburg, en Afrique du Sud. Le problème est devenu si grave que l'ONG Médecins sans frontières a créé un dispensaire spécialisé. Anita Powell de la VOA est allée à la rencontre d'une de ces filles cherchant à avorter. Dili Diko raconte. Cette étudiante sud-africaine est enceinte de 16 semaines. Appelons-la Precious, comme elle l'a suggéré. Sa meilleure amie est également enceinte du petit copain de Precious. Cette grossesse imprévue a bouleversé la vie de Precious et l'a amenée à prendre ses décisions difficiles. Je veux que cela soit fait aussi vite que possible, parce que je ne peux plus supporter cette situation. Je pense à ce qui se passe là. Je n'arrive pas à penser à des choses positives. Et si cela ne marchait pas, que vais-je faire alors? Devrais-je en finir avec ma vie? Dans sa recherche d'un hôpital pratiquant l'avortement, Precious a rencontré tellement de désapprobation et fait face à tant de stigmatisation qu'elle a dû se rendre à Rustenburg, à 2 heures de Johannesburg, dans une clinique de santé reproductive dirigée par le groupe Médecins sans frontières. Les professionnels de la santé reproductive expliquent que de telles attitudes et une forte réprobation poussent chaque année plus de 10 000 femmes sud-africaines à pratiquer des avortements clandestins. Selon le ministère de la Santé, les avortements illégaux représentent 25% des décès dus à une fausse couche septique. Galadi Mfalele est en charge du projet de Médecins sans frontières à Rustenburg. Il explique que les services d'interruption de grossesse de la clinique sont très sollicités. Il dit pratiquer jusqu'à 100 avortements de premier trimestre par mois et reçoit des femmes venues du Botswana où l'avortement est illégal. J'y repense et je me dis, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette profession? Je voulais travailler dans le domaine de la santé parce que mon souhait était d'aider les gens. Il y a clairement une zone d'ombre, car si personne ne le fait, quelqu'un doit forcément le faire. Et moi, j'aime travailler avec les gens. Christa Tsomele, une infirmière qui pratique des avortements depuis une décennie, se dit fière de son travail. Elle dit également être convaincue que les propos de certains de ses collègues contribuent à la stigmatisation de l'avortement. Si vous ne pouvez pas aider une patiente en tant qu'infirmière, vous devez la rediriger vers un endroit où elle pourra obtenir les soins recherchés. Ne vous contentez pas de lui dire non, je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas vous aider en laissant la patiente se débrouiller. C'est la raison pour laquelle elles finissent par aller chez des charlatans. Lorsque vous laissez la patiente se débrouiller, elle décide d'aller dans la rue et là, elle court le risque de mourir. C'est justement cela qui motive Christa, en dépit des critiques, des larmes et des histoires difficiles qu'elle entend tous les jours. Parce que, dit-elle, que les gens soient d'accord ou pas avec son travail, elle aide les femmes à rester en vie. Merci bien, Dili. Eh bien, Mohamedou, on l'a vu dans le reportage, interrompre une grossesse dans un cadre à la fois légal et sécurisé demeure un défi. Oui, Jacques, cela malgré la loi relative au choix en matière d'interruption de grossesse, entrée en vigueur depuis le 1er février 1997, une loi qui donne aux femmes et aux jeunes filles le droit de se faire avorter. En fait, l'un des obstacles majeurs à l'accès aux services légaux d'avortement, c'est l'objection de conscience qu'invoquent certains professionnels de la santé pour refuser de fournir ces services d'avortement. C'est d'ailleurs pourquoi Amnesty International estime que cette loi est insuffisante et appelle les autorités sud-africaines à publier à l'intention des professionnels de la santé et des gestionnaires d'établissements de santé des lignes directrices et des protocoles clairs qui précisent les limites de l'objection de conscience et qui fassent respecter l'obligation éthique incombant aux professionnels de la santé d'accorder la priorité aux droits des femmes et des jeunes filles à l'accès aux soins de santé. Amnesty International suggère aussi de faciliter l'accès au public d'une liste répertoriant les établissements qui proposent des avortements sûrs et légaux.
Et cela, Mohamedou, permettrait indubitablement d'éviter que les patientes se tournent vers des structures non agréées ou vers les personnes qui ne sont pas qualifiées pour de telles interventions. Surtout que les interruptions de grossesse constituent un problème de santé publique. Et pas seulement en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. L'Organisation mondiale de la santé estime à environ 25 millions le nombre d'avortements à risque pratiqués dans le monde chaque année. Et jusqu'à 13% des décès maternels peuvent être attribués à un avortement non sécurisé. Mais sans encourager l'avortement, Jacques, il faut reconnaître qu'il y a des circonstances exceptionnelles, comme le viol et autres rapports sexuels non consentis, qui peuvent placer la fille ou la femme dans une situation difficile. Et donc, pour réduire les risques de décès et les cas d'incapacité dus aux avortements, les experts recommandent l'éducation sexuelle, l'utilisation des moyens de contraception comme le préservatif, l'accès légal à l'avortement médicalisé et à des soins prodigués en temps de complications. Alors, je voudrais terminer cette chronique en évoquant une greffe de rein qui a eu lieu ici aux États-Unis, à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. Une femme de 35 ans, Nina Martinez, qui vit avec le VIH, a accepté de donner l'un de ses reins à une personne vivant avec le VIH-Sida. Et j'évoque cette situation pour au moins 3 raisons. Ça montre que les personnes qui vivent avec le VIH peuvent elles aussi donner des organes et vivre normalement comme les autres. Et puis que leurs organes peuvent être utiles, parce qu'on estime souvent que ces personnes ne peuvent pas donner des organes. Et enfin, ça représente un espoir pour les personnes qui vivent avec le VIH. On estime à environ 113 000 personnes qui vivent ici aux États-Unis avec le VIH, qui sont en attente d'organes et qui parfois meurent sans les recevoir. Merci bien, Mohamedou. Mohamedou Oumfa, vous revenez jeudi prochain. Jeudi prochain, oui. Mais pour le moment, n'allez nulle part ailleurs. Je sais que vous avez beaucoup couvert l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. On va en parler. Eh bien, dans ce pays, les élèves des régions touchées par l'épidémie d'Ebola en apprennent davantage sur le virus grâce à des campagnes de sensibilisation organisées dans les écoles. D'après le ministère congolais de la Santé, le seuil des 1000 cas a été franchi avec un bilan de 629 morts. Davantage avec Morgan.